Comment une quête, commencée il y a des siècles, a rendu les nations totalement obsédées par l'or et a bouleversé l'économie jusqu'à aujourd'hui. Tout commence à la fin du Moyen-Âge, quand les rois et reines d'Europe ont réussi à transformer le désordre de territoires médiévaux en nations modernes, posant là les bases d'une nouvelle dimension pour la compétition à qui deviendra le plus puissant. À ce moment-là, c'est l'Espagne qui domine grâce à ses colonies, mais l'Angleterre et les Pays-Bas ne sont pas loin derrière. Au cœur de cette compétition, les marchands jouent un rôle très important. En s'enrichissant par le commerce, ils apportent de l'argent et des ressources à leurs monarques, qui en échange financent leur expédition et leur entreprise commerciale. Un exemple marquant, c'est Francis Drake. Anglais, né dans une famille modeste, il sillonne les mers, attaque les navires espagnols et accumule des richesses considérables, contribuant à affaiblir la puissance espagnole au profit de l'Angleterre. Ses exploits sont tels que la reine Élisabeth Ier le fait chevalier en 1581, un symbole fort de l'alliance entre le pouvoir et le monde du commerce. Alors que l'Église médiévale dominait presque tous les domaines de la connaissance, l'humanité se détourne progressivement des préceptes strictement religieux pour s'intéresser à la raison, à la science et à une nouvelle vision de l'économie. Jusque-là, les questions économiques étaient surtout le domaine des moines, avec un fort accent mis sur la morale et la notion de juste prix. Mais peu à peu, ces religieux sont remplacés par des marchands et des officiers royaux plus pragmatiques. Leur priorité, découvrir comment rois et reines peuvent garder et augmenter la richesse de leur nation. Cette transformation des mentalités a permis le développement d'un ensemble de pratiques et de politiques qu'on regroupe aujourd'hui sous le nom de mercantilisme. À l'époque, il ne s'agissait pas d'une théorie économique structurée, mais d'un patchwork d'idées et de mesures qui visaient à contrôler le commerce, le flux de métaux précieux et la prospérité du royaume. Mais d'ailleurs, quand on parle de richesse d'un pays, de quoi parle-t-on ? Dans la version la plus rudimentaire du mercantilisme, on estime que la richesse d'une nation se mesure à la quantité d'or et d'argent qu'elle possède. Les explorateurs partent donc pendant des siècles à la recherche de nouveaux gisements, et les monarques tentent d'en accumuler le plus possible. Les Portugais et les Espagnols en particulier ramènent de l'or des Amériques, et inondent l'Europe de métaux précieux. Ainsi, l'Espagne s'impose comme la plus puissante nation d'Europe. Mais cette richesse attire la convoitise des autres nations. Le pillage entre pays devient monnaie courante et alimente une série de conflits qui finiront par dégénérer en guerre ouverte, marquant l'Europe d'une instabilité chronique. Si cette quête de l'or a renforcé certaines puissances à court terme, elle a aussi semé les graines d'une compétition destructrice qui allait redessiner l'histoire économique et politique du continent. Les économistes d'aujourd'hui critiquent souvent les mercantilistes pour leur obsession des métaux précieux, au détriment des biens essentiels à la vie quotidienne. De nos jours, la richesse d'un pays se mesure principalement par sa production de biens et de services. Nous n'échangeons plus avec de l'or ou de l'argent, mais avec des billets et des pièces dont la valeur repose sur la confiance collective. Ce système monétaire, fondé sur la monnaie fiduciaire, permet aux États de créer de la monnaie selon leurs besoins, ce qui était inconcevable à l'époque. Avant, si les souverains voulaient financer leur armée, nourrir leur population ou accéder à des marchandises exotiques, ils avaient besoin d'or ou d'argent. C'étaient les principales monnaies universellement acceptées dans les échanges internationaux. Et bien qu'ils avaient le pouvoir de frapper des pièces ou de manipuler leur contenu en métal, ils restaient dépendants de la quantité disponible. Dans ce contexte, accumuler de l'or et de l'argent n'était pas une simple obsession irrationnelle, mais une nécessité stratégique. Ces métaux servaient à financer des guerres coûteuses, à acheter des alliances et à garantir la stabilité économique. Ainsi, cette passion pour l'or doit être replacée dans son époque. Loin d'être un simple symbole, l'or était l'instrument par excellence pour assurer la survie d'un royaume, étendre son influence et maintenir son autorité. Si ces politiques peuvent paraître déconnectées de notre vision économique moderne, elles étaient une réponse pragmatique aux contraintes d'un monde où les ressources monétaires étaient limitées et où chaque nation jouait sa survie sur l'échiquier européen. Cette obsession pour l'or avait une conséquence directe. Toute sortie de ce métal précieux était perçue comme une véritable catastrophe. Imaginez, si votre pays achète beaucoup à l'étranger, mais exporte peu, votre stock d'or s'amenuise, et votre pouvoir avec lui.
Pour éviter cette fuite de l'or, certains monarques ont imposé des restrictions strictes sur ces flux sortants, parfois jusqu'à interdire carrément l'exportation de pièces ou de lingots. Mais un économiste, du nom de Thomas Mann, a proposé une autre voie. Selon lui, le meilleur moyen de s'enrichir n'était pas d'entraver le commerce ou de piller les navires étrangers, mais plutôt de vendre un maximum de marchandises à l'étranger. Et l'idée était de maintenir une balance commerciale positive, donc exporter plus que ce qu'on importe pour faire entrer dans les caisses du royaume plus d'or qu'on en dépense. Pour encourager cette stratégie, les États ont commencé à taxer lourdement les produits importés, afin de les rendre plus chers et inciter leurs citoyens à acheter local. En même temps que les armées européennes voguaient à la conquête de nouveaux territoires, les gouvernements octroyaient aux marchands des droits exclusifs pour y commercer. Seulement voilà, à l'époque, financer un voyage en mer était un gros pari. Rien ne garantissait que le navire n'allait pas finir coulé par une tempête ou pillé par des pirates. Personne n'avait envie de risquer toute sa fortune là-dedans. Alors monarques et marchands ont imaginé une solution ingénieuse. Créer des compagnies où chaque investisseur peut apporter un peu d'argent. Si l'expédition réussit, tout le monde touche sa part de profit. Si elle échoue, les pertes sont réparties. Cette innovation a accéléré l'expansion coloniale et a favorisé la naissance de compagnies célèbres, comme la Compagnie anglaise des Indes orientales, un véritable symbole de la puissance commerciale anglaise. Parallèlement, en taxant lourdement les importations et en encourageant les exportations, les États cherchaient à enrichir leurs marchands et leur industrie locale. Ces politiques visaient à protéger les entreprises nationales de la concurrence étrangère et à accumuler des métaux précieux grâce à un excédent commercial. L'idée était simple, tout ce qui profitait aux marchands profitait à la nation entière, car leur réussite contribuait directement à la richesse collective. Mais cette logique avait ses limites. Taxer les produits étrangers rendait ces derniers plus chers, forçant les consommateurs à payer davantage pour certains biens ou à se tourner vers des alternatives locales, parfois coûteuses ou de moins bonne qualité. De plus, pour rester compétitifs sur les marchés étrangers, les entreprises locales avaient tout intérêt à maintenir les coûts de production au plus bas, et ça signifiait souvent limiter les salaires des ouvriers, ce qui en retour freinait leur pouvoir d'achat. Ce cercle vicieux posait un problème. Protéger les marchands enrichissait une élite, mais au prix d'un fardeau accru pour la population générale. Bien que cette politique ait permis à certains États d'affirmer leur puissance économique et militaire, elles ont aussi accentué les tensions sociales et limité la prospérité globale. Ce système, pensé pour renforcer la nation, révélait ainsi les contradictions inhérentes au mercantilisme. Pour mieux comprendre le souci de taxer lourdement les importations, imaginons que la France exporte des tonneaux en bois, réputés pour leur solidité, vers les Pays-Bas. Selon la vision mercantiliste, la France gagne, puisqu'elle vend, et les Pays-Bas perdent, puisqu'ils achètent. Pourtant, les marchands néerlandais utilisent ces tonneaux pour conserver leur nourriture de manière optimale, ce qui leur permet de les revendre à travers toute l'Europe. Résultat, non seulement la France encaisse de l'or grâce à ses exportations, mais les Pays-Bas, de leur côté, augmentent leur compétitivité et font aussi des profits. C'est gagnant-gagnant. Cependant, pour les mercantilistes, le commerce était vu comme un jeu à somme nulle. Si un pays s'enrichit, c'est forcément au détriment d'un autre. Une vision bien éloignée de notre perception moderne du commerce, qui est un jeu à somme positive. Comme on l'a vu, cette vision centrée sur la richesse de l'État et l'accumulation d'or ne se souciait pas vraiment des avantages pour les individus, ni de l'utilité des biens importés. Le but était surtout de remplir les caisses royales. Mais au fil du temps, l'essor du libéralisme économique et l'arrivée de la révolution industrielle vont peu à peu reléguer le mercantilisme au second plan, le laissant comme la marque d'un pont entre l'époque médiévale et l'ère industrielle, qui arrive et qui va redessiner toute la planète. Mais concrètement, est-ce que ces idées mercantilistes ont vraiment disparu ou influencent-elles encore, d'une certaine manière, les décisions politiques et économiques d'aujourd'hui ? Si vous avez aimé ce voyage dans le temps et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires économiques, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager votre opinion avec la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.